juste une petite information. Donc là, on attaque le dernier atelier de l'année 2021 sur les réseaux sociaux, donc sur la stratégie réseau. Sachant que cette série d'ateliers, on la recommence, on la réitère en 2022 avec Adam. Donc 2022, on refait exactement la même série et ça sera complété par des formations. Alors les formations, c'est une journée. Je ne sais pas si vous avez tous vu le mail que je vous ai envoyé, parce que j'ai envoyé quand même quelques mails ces derniers temps, donc peut-être que vous en avez trop reçu. Donc il y aura des formations, donc formation Facebook, Instagram et puis LinkedIn sur une journée, découpée en deux demi-journées pour que ce soit plus facile à suivre, à des prix qui sont tout à fait intéressants parce que c'est 100 € la journée. Alors, juste une petite modification. Donc, on devait attaquer la première le 18 ou le 19 décembre pour des raisons qu'on a évoquées hier avec Adam, qui sont des questions de référentiel. Donc, cette formation Facebook qu'on devait faire en décembre, on la découpe en deux, en Facebook niveau 1 et Facebook niveau 2. Et du coup, on va attendre d'avoir fait la deuxième série d'ateliers 2022 pour attaquer cette formation Facebook. Voilà. Donc 18 ou 19 décembre, j'ai plus la date exacte en tête. Du coup, on annule cette formation Facebook et on va la remplacer par autre chose puisqu'en même temps, j'avais autre chose sous le coude. On fait un atelier préparation mentale avec Véronique Rousseau, qui est championne sportive, 100 mètres haies, qui s'est installée comme coach et spécialisée dans la préparation mentale des équipes. Donc Frédéric, puisque je te tiens, est-ce que cet atelier, on pourrait le faire ici, préparation mentale, ou est-ce que c'est en dehors vraiment du champ de réflexion de la ruche? Ce serait à la place de la formation Facebook, donc je te dirais c'est le 18 ou le 19 décembre. Ok, bon ben voilà. Adam. Est-ce qu'on est bon sur le retour son? Très bien. Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonne reprise. Ici, on va voir la stratégie de contenu sur les médias sociaux, qui est donc le dernier atelier de la saison passée, mais qui est peut-être aussi le premier de la nouvelle saison, puisqu'en fait, ça boucle tout ça. Donc, on est, je pense clairement, sur le sujet le plus important pour le débutant, l'entrepreneur débutant qui veut communiquer sur les médias sociaux. On va le voir tout à l'heure, la communication sur les médias sociaux, c'est plus une option. Et il y a des manières de faire. Le monde change continuellement. Et ça aussi, on va le voir. Et donc, du coup, cette évolution-là, c'est le nouvel indispensable d'aujourd'hui pour l'indépendant, le professionnel, l'entrepreneur ou l'entreprise. Voilà. Donc, après cette introduction, je souhaite remercier donc, le Club Business Start pour organiser cet atelier et Jean-Pierre, le village Baïséa Le Mans-la-Ruche qui nous accueille, et la CCI Le Mans Sarthe dont je fais partie, avec un remerciement pour la team digitale donc, qui a mis en place tout le système qui permet la diffusion en direct sur Internet, et la ruche numérique qui est le service dont je fais partie et que je vais vous présenter tout de suite. Donc la ruche numérique, c'est un service de la Chambre de commerce et d'industrie Le Mans Sarthe qui est spécialisé dans la transformation numérique des organisations. Donc nous sommes trois, il y a Julie la responsable, moi-même je suis conseiller numérique, et mon collègue Alexis Malabry qui est chef de projet. On a trois activités. La première, ça va être une des activités va être le conseil. Donc c'est l'activité que moi je vais mener. Mon poste peut se résumer en tant que consultant en développement économique par le numérique. Donc en gros, vous avez des questions, des problématiques pour faire développer votre activité économique. Moi, je vais vous accompagner pour trouver un plan qui va utiliser le numérique. L'erreur commune qui est faite lors des projets numériques, ça va être d'aller voir directement le prestataire. Par exemple, pour aller faire un site, pour mettre en place une stratégie de communication. Pour faire une analogie avec le monde du BTP, vous n'iriez pas voir une entreprise de construction directement pour lui dire « je veux une maison ». Il vous fabriquera une maison, mais ce n'est pas son rôle. Ce que vous allez faire, c'est d'aller voir un architecte. L'architecte, vous allez lui présenter votre idée. À partir de votre idée, il va concevoir un plan, vous disant ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Il va en discuter avec vous. Vous allez valider ce plan-là. Et ensuite, ce plan va être remis à une entreprise de construction. Bien, mon rôle sur le projet numérique, c'est un peu comme celui de l'architecte. C'est-à-dire que si vous avez un projet, avec moi, on va pouvoir voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et une fois que le plan sera défini et validé par vous, à ce moment-là, vous pourrez aller le remettre auprès d'un prestataire qui sera quelqu'un qui va créer un site internet, une stratégie de communication, etc.
Donc ça, c'est la première activité qui est le conseil. La deuxième activité, c'est l'animation qui est gérée donc, par mon collègue Alexis Manabry, donc tout ce qui va être événementiel public, conférences, formations, salons. On a le salon Collecte qui a lieu très prochainement, qui est le salon des professionnels du numérique au Mans. Donc voilà, on a plusieurs événements tout au long de l'année. Et on fait également des interventions, comme aujourd'hui pour le Club Business Sartre. Et enfin, l'orientation. Un prestataire numérique, c'est un peu comme un garagiste. Il y en a des bons et des moins bons, il y en a des éthiques et des moins éthiques. Nous, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez besoin d'un prestataire, on va pouvoir vous recommander des prestataires qu'on sait qui vont faire du bon boulot, tout simplement. Alors ici, nous sommes actuellement au village Baïséa, la ruche, qui est différent de la ruche numérique. Pourquoi faire simple? Alors, en fait, la ruche numérique, c'est le service dédié à la transformation numérique des organisations, et le village Baïséa, c'est surtout le village, qui est un incubateur d'entreprise. Pourquoi ça a le même nom? Parce qu'en fait, à l'origine, c'était deux entités qui en étaient une seule, puis qui ensuite se sont divisées. Voilà, donc à ne pas confondre, ici c'est bien le village Baïséa, le lieu, et moi je représente la ruche numérique, le service de la CCI, qui se trouve dans les locaux de la CCI, dans le centre-ville du Mans. Il y a ici mon numéro de téléphone et mon contact si vous souhaitez qu'on prenne un rendez-vous, par exemple, pour discuter d'un projet, et à la fin des slides, je vous le remettrai. Bien, je vous propose qu'on commence tout de suite. Comprendre les médias sociaux pour concevoir sa stratégie. Donc le monde a changé. Peut-être que vous avez une idée reçue qui consiste à dire, moi ma présence numérique, ça va être de faire une page Facebook et un site web. Aujourd'hui, en 2021, c'est une stratégie qui est obsolète si vous considérez que c'est ça le standard, on va dire l'action par défaut. Possiblement, c'est ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, en fait, il y a une étape complémentaire qui va être une forme d'étude de marché et qu'on va voir pour définir si c'est bel et bien cette stratégie qu'il faut mener. Statistiquement, il est très probable que ce ne soit pas ça qu'il faille faire. Et ce que vous allez devoir faire, ça va dépendre de votre activité et de vos clients. On a ce tableau qui est pour moi très très intéressant et qui résume tout. On a en fait ici l'évolution des médias sociaux année par année. Donc on voit ici en 2012 que, donc ici on est sur les téléchargements et au niveau mondial, c'est pas représentatif de la France, mais c'est pour vous donner une idée, puisque finalement sur la France c'est la même chose. Mais en fait vous voyez que ça change tout le temps, d'une année sur l'autre. On a Facebook qui est premier en 2012-2013, puis c'est Messenger, puis ça passe à WhatsApp, puis ça revient Facebook, puis ça revient. Et là ces dernières années on est sur TikTok. La particularité de la communication numérique, je vais revenir sur cette slide-là, à la différence avec une activité de service, on va dire de service prodigué par des humains, du conseil par exemple, ou une activité de produit, c'est que pour votre produit, il va y avoir énormément d'étapes. Par exemple, il va y avoir la récupération de la matière première, il y a la transformation, il y a le packaging, il y a la livraison. Il y a vraiment beaucoup de choses qui nécessitent beaucoup d'énergie. À la différence du numérique, c'est que pour produire et distribuer un contenu numérique, c'est en claquant des doigts. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et de par, on va dire, cette réduction de la chaîne de production du contenu numérique, en fait, il y a énormément de possibilités de produire du contenu numérique différent. Et l'erreur commune, ça va être justement de penser qu'il y a une formule standard. Or, en l'occurrence, puisqu'il y a énormément de possibilités de pouvoir produire des contenus numériques qui sont différents, la question n'est plus de savoir où je vais produire... la question n'est plus de savoir quel est le contenu que je vais produire, mais la première question, c'est comment je vais le produire, où est-ce que je vais passer par quel canal. Parce que potentiellement, j'ai statistiquement beaucoup plus de chances de me planter et de faire quelque chose qui va servir à rien parce que ça n'atteindra personne que le contraire. Est-ce qu'on est clair pour tout le monde sur cette notion-là? Ok. Donc, voilà, donc on a une évolution. TikTok, c'est le futur indispensable. Donc, cette année, ça a dépassé en termes de téléchargement Facebook. C'est pas arrivé depuis jamais, en fait. Et là, on a ici un autre tableau qui vous présente, en fait, le temps passé. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les applications qui sont téléchargées et le temps passé, en fait, ne sont pas les mêmes. Et surtout, ne sont pas corrélés. C'est-à-dire que là, on voit en 2021, les 4 dernières années, l'application sur laquelle les internautes ont passé le plus de temps, et internautes, c'est vraiment PC et mobile, c'est YouTube. En l'occurrence, si vous le voyez dans les classements des téléchargements, elle est plutôt à chaque fois dans la deuxième moitié. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ceci? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si vous partez des outils, si vous partez des canaux pour concevoir votre stratégie, vous n'y arriverez pas.
L'informatique, c'est de plus en plus simplifié, on va dire, dans la production. On y a d'abord eu l'informatique, c'était compliqué, même utiliser l'ordinateur dans les années 80, il fallait coder. Ensuite, il y a eu les interfaces graphiques, donc c'est devenu plus facile d'utiliser l'ordinateur. Ensuite, pour créer des applications, il fallait coder les applications. Puis finalement, aujourd'hui, on a des outils qui permettent de créer des sites sans avoir besoin de coder. Et on commence à avoir des outils low-code qui permettent de créer carrément des applications sans coder. Et même, on commence à avoir du no-code, et même les premières IA qui permettent de créer à partir juste du texte en disant moi je veux que mon appli fasse ci, fasse ça, vous l'écrivez de manière textuelle et vous allez avoir un logiciel qui va transformer ça en code. Donc ce que vous devez comprendre là-dessus, c'est qu'en fait il y a de plus en plus d'applications et il va y en avoir encore plus. Et que si vous cherchez à partir des applications, vous êtes noyé d'office. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y en a déjà trop. Donc là vous vous demandez mais alors je fais comment ? Eh bien vous partez de ce point-là. Puisqu'en fait, ici, c'est toutes les applications et toutes les possibilités. Et si vous commencez à rentrer là-dedans, vous allez vous faire emporter par la tornade. C'est de vous mettre là. Et ici, c'est votre client, c'est votre prospect, c'est votre cible. Et quand vous allez commencer à réfléchir à comment je vais communiquer sur Internet, vous allez tourner autour de votre client et non pas des outils. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, finalement, j'essaie d'expliquer que c'est cet atelier-là qui est le plus important, alors que finalement, quand on va faire un atelier sur Facebook, il y a plus de monde qui va venir. En l'occurrence, avant même de savoir si vous allez utiliser Facebook, il faut vous poser la question si la personne auprès de qui j'ai envie de communiquer, elle utilise Facebook. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas dit. Et quand vous verrez à l'atelier Facebook, aujourd'hui Facebook, ça devient une super application qui contient des dizaines et des dizaines de fonctionnalités, quelque part de sous-applications, et vous allez avoir des gens qui vont utiliser certaines sous-fonctionnalités et pas d'autres. Donc aujourd'hui, la communication numérique, c'est devenu une partie de l'étude de marché. Et dans votre étude de marché, vous réfléchissez quels sont mes personas, quelles sont mes cibles, et vous allez inclure les questions, qu'est-ce qu'elles font sur Internet. Et c'est seulement à partir de là que vous allez commencer à vous poser la question de comment je vais faire. Aujourd'hui, moi, il y a des tas d'applications que je ne connais pas. Et je ne vais pas chercher à tous les connaître, en sachant que je suis dedans toute la journée. C'est-à-dire que vraiment, je fais de la veille tous les jours, et il y a énormément de choses qui me dépassent. Là, si on reprend la liste des top 10 mondiales, il y en a peut-être un tiers que je ne connais pas, que je n'ai jamais ouvert de ma vie. Parce que je n'en ai pas besoin. Par contre, si demain, je me rends compte qu'il y a des clients à moi qui utilisent cette application-là, eh bien, c'est seulement à ce moment-là que je vais aller apprendre. Par exemple, je me suis formé à TikTok cet été. Parce que comme ça devient incontournable, ma cible, c'est vous. Donc vous allez avoir besoin de TikTok. Donc il faut que je sache que c'est TikTok. Et jusqu'à l'année dernière, je n'avais pas besoin de le faire. Donc en fait, c'est la même chose pour vous. On est OK là-dessus ? Know your customer. Connaissez vos clients et partez de là. Oubliez les outils. Considérez que, je l'ai mis un peu plus tard, il est bon, j'ai dû enlever la slide. Considérez vraiment le numérique, non pas comme une fin, mais comme un moyen, comme une passerelle qui permet d'aller vers les gens. Et soyez vraiment agnostique sur les applications. Dites-vous juste, le numérique, c'est un outil qui me permet de rentrer directement dans la poche des gens à travers leur téléphone. Et maintenant, vous allez juste vous poser la question, c'est quoi le tuyau ? Et que ce soit le tuyau A, le tuyau B ou le tuyau C, peu importe, c'est la même chose. Parce qu'au final, Internet, c'est quoi ? C'est juste transmettre de l'information. Bien, on passe au point suivant. Maintenant, on va faire une rapide définition de ce que sont que les médias sociaux. Donc, c'est un résumé du prochain atelier qui consiste donc à présenter les médias sociaux. Donc, le premier, donc la définition des médias sociaux, c'est quoi ? C'est qu'on a un profil qui est identifié, un compte, qui peut créer du contenu multimédia, du texte, de la vidéo, des images, peu importe. Et ce contenu multimédia, on peut interagir avec. On peut liker, on peut le commenter, on peut le partager. Et tout ceci, ça donne du sens. C'est la définition des médias sociaux. Et tous les médias sociaux fonctionnent sur le même principe. Que vous prenez Twitter, Instagram, TikTok. TikTok, c'est je publie des vidéos, les gens interagissent avec. Twitter, c'est la même chose. Instagram, c'est pareil. Facebook, c'est la même chose. Et donc, on va faire un petit quiz. Là, je vous présente 4 applications. Et il y en a l'une d'entre elles qui n'est pas un média social. Alors, d'après vous, c'est laquelle ? Je vais vous faire lever la main.
Qui pense que Le Bon Coin n'est pas un média social? Levez la main. OK. Qui pense que WhatsApp n'est pas un média social? Levez la main. Qui pense que Word n'est pas un média social? Levez la main. Et qui pense que Google n'est pas un média social? Levez la main. Félicitations, vous vous êtes tous plantés. Word est en train de devenir un média social. Média social. Parce que désormais, avec Word, vous avez des outils de collaboration en temps réel. On a un compte, on a un contenu avec lequel on interagit et ça crée du sens. Donc on est sur du média social. La seule différence entre Word et Facebook, ça va être le modèle économique. Puisqu'en fait, Word va vous proposer un abonnement et Facebook va vous proposer un service gratuit qui est financé par la publicité. Et ce qu'on entend souvent par les réseaux sociaux, les médias sociaux, en réalité, c'est les médias sociaux publics financés par la publicité et accessibles gratuitement. Et celui qui n'est pas un média social, en fait, c'est Google. Parce que Google, vous tapez une recherche, vous avez un contenu et vous n'interagissez pas avec ce contenu-là. Google My Business, c'est une sous-fonctionnalité du moteur de recherche Google, qui pour le coup, elle est un média social, puisqu'on peut poster des commentaires et des avis. Tout à fait. Donc, il y a quelque chose qui est important, c'est de vous dire que si, à partir du moment où vos prospects et vos clients, ils peuvent réagir à du contenu que vous avez fait, le champ des possibles, en fait, il devient énorme. C'est-à-dire que c'est plus juste Facebook et Instagram dont il est question. Potentiellement, si vous avez un objectif de communiquer avec des clients, peut-être que finalement, c'est Google My Business, ou ça va être, pourquoi pas, j'en sais rien moi, une page Word en ligne, ouverte publiquement, avec lesquelles vont interagir. Ça va dépendre d'eux et de ce qu'ils font, et de ce que vous voulez faire. OK? OK. Vous n'hésitez pas, hein. C'est fait de manière progressive, donc s'il y a besoin de revenir sur un point, vous me faites signe. Donc, on revient sur ce qu'on appelle communément les médias sociaux, à savoir les médias sociaux gratuits financés par la publicité. Donc ces médias sociaux-là, vous avez un profil. Ce profil-là interagit avec un contenu multimédia. Ok, jusque-là, on est d'accord. Et ça leur permet, à ces plateformes-là, de faire du profilage. En fonction du contenu avec lequel vous avez interagi, vous allez avoir un fichier qui va être alimenté et qui va être basé sur vos interactions. Si demain, moi, je clique sur pizza, des pages, j'aime la pizza, j'envoie des messages sur Messenger où je mets des photos de pizza, au bout d'un moment, le système va m'étiqueter en disant « ce gars-là, il s'intéresse à la pizza ». Ça fonctionne tout simplement comme ça. Maintenant, vous imaginez ça sur des milliers de centres d'intérêt. Je ne sais même pas combien il y en a, peut-être des dizaines de milliers, et sur les milliards d'utilisateurs qui utilisent ça. Et qu'est-ce qu'ils font de ça? Ils font de la publicité intercalée entre les contenus. Donc les gens publient des contenus avec lesquels ils interagissent entre eux, et le système qui supporte tout ça va venir placer au milieu des publicités qui ont été identifiées en fonction de vos centres d'intérêt. Moi, par exemple, quand je vais me connecter, je vais avoir une publicité pour de la pizza. Et comment ça va se passer? Derrière, il y a le livreur de pizza qui va se connecter au système publicitaire et qui va dire « Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui habitent Le Mans, qui sont sur cette tranche d'âge-là et qui sont intéressés par la pizza, je veux que ma publicité leur soit montrée. Et du coup, moi, je la verrai sur mon fil d'actualité. » Ça, c'est leur modèle économique. Ce qui est important de savoir, ça, ce sera l'occasion d'un autre atelier, ce n'est pas un outil à négliger. Et il y a aussi une évolution qui fait que aujourd'hui, la page Facebook, je fais un tout petit aparté, la page Facebook aujourd'hui, c'est principalement pour diffuser de la publicité payante. Mais on aura l'occasion d'en reparler lors de l'atelier Facebook. Là, ici, je vous présente des catégories de centres d'intérêt qui sont réelles, puisque j'ai pris la capture d'écran en août 2020, et qui sont mes propres centres d'intérêt identifiés par Facebook. Parce que quand vous êtes sur Facebook, vous pouvez accéder aux données qui ont été enregistrées sur vous. Donc moi, qu'est-ce qu'il a dit? Donc il a vu que je m'intéresse. Il dit que je m'intéresse à l'immobilier, à la durabilité, à l'informatique décisionnelle, je pense que ça ne vous surprendra pas trop, la maîtrise d'œuvre, Star Wars, les affaires et les jeux de société. Et la liste, elle est très très longue. Là, je vous ai mis juste le début. Et un jour, qu'est-ce que j'ai eu comme publicité? Voilà.
Alors la question c'est est-ce que j'ai eu envie de l'acheter? La réponse est oui. Parce que très certainement, la personne qui a diffusé cette publicité-là, elle a dit voilà, je veux les gens qui ont un centre d'intérêt Star Wars. Et probablement là, on est sur un Tamagotchi. Pour les plus âgés, vous vous rappelez à l'époque où les gamins jouaient au Tamagotchi, en fait, moi je faisais partie de cette génération-là. Donc forcément, voilà. Donc est-ce que ça m'aurait fait plaisir de l'acheter? Oui. Est-ce que je l'ai acheté? Non. Est-ce que le plaisir est un besoin? Ça, c'est une question du bac de philo. Donc du coup, si vous voulez me faire un cadeau, les médias sociaux en France. Donc là, on parle bien des réseaux sociaux accès gratuit financés par la publicité. Facebook, Instagram et consorts. On est sur plus de 3/4 des internautes. Donc avec une loi de Pareto, on peut considérer que c'est comme tout le monde. Avec une croissance de 13% sur un an. Le confinement a fait une accélération des usages numériques qui est de l'ordre d'une décennie. Et un autre chiffre que là, je vous dis de tête, donc je ne suis pas sûr, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Il y a une étude qui est parue il y a quelques semaines qui indiquait que pour plus de 60% des 12-25, acheter, c'était d'abord acheter sur Internet. Et 96% des utilisateurs actifs des réseaux sociaux s'y connectent depuis un mobile. Donc aujourd'hui, Internet, c'est principalement le mobile. Et si vous avez connu le monde post-2010, considérez qu'en termes de communication, là, ce monde n'existe plus. En gros, l'iPhone est sorti en 2007. 3 ans après, les usages étaient bouleversés pour de bon. Donc tout ce que vous aviez, on va dire, en communication qui était avant, près-2010, c'est plus d'actualité. Et même ce que vous aviez en 2010, c'est plus d'actualité parce que maintenant, les médias sociaux, de par la proximité, l'intimité qu'ils provoquent, en fait, il y a des évolutions qui sont de l'ordre, en fait, des évolutions, on ne va pas rentrer dans la sociologie, mais qui sont culturelles et générationnelles. Par exemple, sur les médias sociaux, on peut dire qu'il y a une génération Facebook, ensuite il y a une génération Instagram, il y a une génération Snapchat, et les adolescents d'aujourd'hui, c'est la génération TikTok, en quelque sorte. Et c'est des nouveaux codes, et finalement, il y a cette espèce de moment de... Voilà, j'ai pas envie de faire de la sociologie de comptoir, mais il y a des idées de représentation, etc., qui fait qu'on va s'approprier un réseau et qu'on va utiliser celui-là plutôt qu'un autre et dire celui-là, c'est le réseau des vieux. En termes de médias sociaux, vieux, c'est à partir de 25 ans. Ok. Donc la question que vous allez vous poser, vous, quand vous allez concevoir votre stratégie numérique, et celle-ci, vous pouvez la noter, c'est comment entrer dans la vie des gens et comment y rester. C'est la question qui va vous guider au début, au milieu, à la fin, tout le temps. De toute façon, il n'y aura pas de fin. Donc comme je vous disais, les outils, c'est finalement une passerelle vers le marché. Alors, quelle est votre stratégie de contenu pour vous? Il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend de votre clientèle, de ses usages et de votre activité. Et c'est les profils des personnes que vous ciblez plus votre activité qui va faire que votre stratégie va être unique. J'ai accompagné un bouquiniste. On a défini que sa stratégie de communication, c'était WhatsApp plus mail. Pas de site web, pas de Facebook, pas d'Instagram, rien. WhatsApp et mail. Pourquoi? On a été demandé aux gens, tout simplement. Mais il y a une méthode, et c'est ça qu'on va voir. Donc on va voir les grandes lignes qui vont vous permettre de concevoir cette stratégie. Donc la première chose, je pense que vous l'avez compris maintenant, c'est de connaître l'audience. Pour connaître l'audience, il n'y a pas de solution, il faut aller leur demander. Je rencontre souvent des gens qui me disent « Est-ce que je fais un Google Form et que je le publie sur Facebook pour avoir des réponses à une étude ?» Vous pouvez le faire, mais par contre, vous aurez les réponses des gens qui répondent à des Google Forms sur Facebook. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment représentatif du marché. Ce que je vais vous recommander, moi, plutôt, ça va être de faire des personas dans les grandes lignes des personnes que vous allez cibler. Par exemple, je sais pas moi, les femmes cinquantenaires seules, les jeunes couples qui viennent d'avoir un enfant, ce genre de profil. Et ensuite, d'aller voir des personnes en réel qui correspondent vraiment au profil et de leur poser la question. Et vous n'avez pas besoin d'avoir 50 personnes. Si vous avez un profil qui est bien identifié et que vous avez 2, 3, 4 personnes qui correspondent au profil, globalement, vous allez avoir des réponses qui seront qualitatives et qui vont pouvoir vous permettre de faire des choses. Moi, quand je fais des accompagnements, on ne va pas voir 150 personnes. Donc, identifier les grandes familles de profils, pas besoin de faire compliqué. En gros, un approximatif socio-économique dans les grandes lignes, ça fait l'affaire. Âge, métier, profession, situation personnelle,
niveau de revenu, et voilà. En gros, ça va pour démarrer. Et ce qui va être important dans ces profils-là, c'est que vous identifiez 2 points, qui sont leur comportement et leurs besoins. Leur comportement, c'est ce qu'ils font, quels réseaux sociaux, etc., comment ils l'utilisent, à quelle heure, qu'est-ce qu'ils vont chercher dessus, etc. Et leurs besoins, qu'est-ce qui compte pour eux, pourquoi ils y vont, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qui est important pour eux. Et c'est vraiment sur tous les niveaux possibles, c'est-à-dire c'est aussi bien au niveau de leur usage courant dans leur vie quotidienne, mais aussi potentiellement dans le service que vous proposez, qu'est-ce qui est important pour eux. Parce que si vous vendez par exemple des produits à des femmes cinquantenaires seules, peut-être qu'elles l'achètent pour des raisons, donc là précises, qui vont plutôt correspondre à des besoins. Et si vous vendez le même produit à une autre catégorie de personnes, eh bien peut-être qu'elle ne l'achètera pas pour les mêmes raisons. Donc l'idée, ça va être en fait de faire, et puis c'est ça finalement la synthèse, c'est la synthèse de qu'est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils aiment chez moi, et puis je fais rencontrer ça, en gros. Et vous avez la méthode QQOQCP, que certains connaissent, qui vous permet de vous aider à creuser ces questions-là. Il n'y a pas d'absolu. Toutes les infos que vous avez, vous les prenez. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. De toute façon, quand on démarre une stratégie de communication numérique, on démarre avec ce qu'on a et on va être dans une amélioration continue. Donc, essayez pas de partir dans un truc perfectionniste. On est forcément dans de l'approximatif pour pouvoir démarrer. Et de toute façon, à la fin, c'est le marché qui décide. Donc si vous faites un contenu et que ça ne prend pas, voilà, vous saurez. Donc attendez-vous pas à ce que vous arriviez avec un truc en disant bon voilà, c'est comme ça que ça va marcher, et puis c'est comme ça que ça va marcher pendant 2 ans. C'est pas du tout comme ça. C'est comme ça que vous allez démarrer, que vous allez essayer, que vous allez voir et que vous allez peaufiner. La communication numérique se fait uniquement à tâtons. Et c'est progressivement que vous allez acquérir de l'expérience. Concernant les plateformes, est-ce qu'on est OK sur cette notion-là? C'est bon pour tout le monde? Sur les plateformes, il y a des notions de zones qui sont comparables à des distances qu'on a dans la vie réelle. C'est-à-dire que là, comme on est en train de se parler, on est sur la zone publique, qu'on pourrait assimiler aux réseaux sociaux qui sont ouverts publiquement, comme par exemple Twitter ou un compte Facebook qui est ouvert publiquement. Ensuite, on a la zone sociale qui correspond aux médias sociaux fermés, comme Facebook, LinkedIn, en gros où il faut passer on va dire une page d'inscription pour pouvoir accéder au contenu. Ensuite, on a la zone personnelle qui va être principalement la boîte email et assimilée. Et on va avoir la zone intime qui correspond à la messagerie instantanée. WhatsApp, Signal, SMS. SMS, très 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 puissant canal. Trop souvent négligé. Et donc en fonction de la nature des médias sociaux, et de la zone dans laquelle il se situe, on ne va pas pouvoir communiquer de la même façon. Vous voyez comment je m'adresse à vous alors qu'on est, on va dire, dans une distance publique. Si je me mets dans votre zone personnelle et que je me mets à vous parler de cette façon-là, je ne suis pas sûr que ça vous sera très agréable. Donc il y a l'idée qu'en fonction de la zone où on se situe dans la vie des gens, il y a une manière de s'exprimer. Par exemple, moi, mon livreur de pizza, quand il m'envoie un SMS, il est dans ma zone intime. Et quand il m'envoie un SMS, c'est pour me proposer une offre qui est valable maintenant, quoi. En gros, je la prends ou je la laisse tomber. Il n'y a pas à me proposer un truc pendant 3 semaines. Donc il y a cette réflexion-là à se dire et qui s'inscrit en fait dans l'étude de marché de communication. OK ? Et pour en revenir justement au bouquiniste dont je vous parlais, je vous avais dit donc on a utilisé email et WhatsApp. Bien en fait, email c'est plutôt pour la communication générale et c'est un bouquiniste qui fait aussi les marchés. Et en fait, WhatsApp c'est pour signaler, pour dire on est dans le marché à côté de chez vous, venez nous faire coucou, on est là. En fait, comme un rappel. Et du coup, ils ont organisé des listes de diffusion en fonction des différents marchés où ils vont, et ils envoient un message à telle liste de diffusion quand ils sont tel jour sur tel marché. Donc, ils ont adapté le canal au contenu, à l'usage. Ils sont rentrés dans la vie des gens. Et ils se sont intégrés. Vous vous posez la question, quel contenu ils consomment lorsqu'ils utilisent les médias sociaux? Est-ce qu'ils consomment des influenceurs? Est-ce qu'ils consomment des marques? Est-ce qu'ils font de la veille? Est-ce qu'ils font autre chose? En gros, quand quelqu'un va se connecter sur un média social, il a un but. Vous devez connaître ce but pour vous intégrer dedans.
Par exemple, moi, j'utilise Twitter pour faire de la veille. Mais j'utilise Twitter que pour faire de la veille, je ne fais rien d'autre avec. Donc si vous voulez, moi, m'atteindre, il va falloir s'intégrer dans mon usage. J'utilise Instagram pour suivre des marques. Donc posez-vous la question, que fait mon public sur tel réseau pour que je puisse s'y adapter? Le but, ce n'est pas que vous alliez sur tous les réseaux. Le but, c'est que vous soyez pertinent. Il vaut mieux mettre sur un seul et de faire le bon truc plutôt que de s'éparpiller sur 10 et faire quelque chose qui ne sert à rien. Petit aparté aussi, les influenceurs dont on entend beaucoup parler et qui font beaucoup de bruit, c'est à peu près un quart des usages sur les médias sociaux. Donc ce n'est pas la grande majorité comme je l'entends parfois. C'est plutôt minoritaire. Donc que veulent-ils gagner en se connectant? Suivre l'actualité, communiquer avec leurs proches, tuer le temps, publier des contenus, etc., etc. Si les gens font quelque chose, c'est qu'ils y gagnent quelque chose. Il n'y a rien de gratuit. Il y a un principe qui est tout simple, c'est coût-bénéfice. Même quelque chose qui est gratuit, financièrement, a un coût. Par exemple, télécharger une application gratuite, vous avez un coût. Il faut ouvrir le magasin d'application, il faut faire la recherche, il faut l'installation, il faut attendre. Tout ça, ça a un coût. Et en fait, si vous le faites, c'est parce que le bénéfice attendu, le bénéfice espéré, le bénéfice perçu est supérieur au coût que vous payez. C'est valable pour tout, comme quand vous achetez votre baguette de pain. Donc si les gens utilisent les médias sociaux et y consacrent du temps, c'est qu'ils y gagnent quelque chose. Que ce soit superficiel ou pas, ce n'est pas la question. En tout cas, eux, ils ont l'impression de gagner quelque chose. Donc vous devez vous intéresser à ça. Qu'est-ce qu'ils y gagnent pour vous intégrer là-dedans? Comment ils se connectent? Est-ce qu'ils se connectent plutôt sur PC, plutôt sur smartphone, plutôt sur tablette? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que vous ignorez. On peut consulter des médias sociaux sur sa montre connectée. TikTok, par exemple, est accessible sur la télévision. Et on peut accéder à des médias sociaux à travers les consoles de jeux. Par exemple, il y a des médias sociaux intégrés sur les PlayStation et les Xbox. On peut publier des messages et ce genre de choses. Casque de réalité virtuelle ou autre. L'idée, c'est que quand vous allez démarrer votre étude et que vous allez poser des questions, vous n'allez pas chercher à savoir si vous avez tort ou si vous avez raison, vous allez juste chercher à savoir comment communiquer. C'est-à-dire que moi, je dis souvent aux gens, demandez-leur comment je te transmets une information. Et vous voyez. Et on peut dire qu'il y a quelque part 3 niveaux d'information. Prenons moi. Moi, vous me dites comment je fais pour te communiquer une information. Non, on va même faire autrement. Vous me demandez comment je fais pour te communiquer une information sur les médias sociaux. Je vais dire, allez, sans grande conviction, envoie-moi un message sur LinkedIn. Si vous me dites, si j'ai une information sur Star Wars, par quel média social je te contacte? Là, je vais dire, tiens, envoie-moi un mail. Et moi, du coup, je lis de la bande dessinée en anglais. Je suis un geek. Et du coup, si on me dit, là, j'ai la dernière BD super rare, Star Wars en américain, machin, comment je fais pour te contacter? Ben là, je vais te dire, envoie-moi un SMS. Donc, vous voyez, en fonction de la nature de l'information, le canal n'est pas le même. Donc, de la manière dont vous allez poser la question, vous n'allez pas obtenir la même réponse. Et donc, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui est important pour votre cible pour pouvoir orienter la question qui vous permet d'avoir la réponse dont vous avez besoin. Plutôt que de leur dire, si je suis sur Facebook, est-ce que tu vas me suivre? Je pose aussi la question de la fréquence. À quelle fréquence se connecte-t-il? Toutes les 5 minutes, plusieurs fois par jour, une fois par jour, etc., etc. Les applications, elles sont conçues pour des sessions courtes. Et il y a un adage qui dit à la Silicon Valley que si ton application, on ne peut pas l'utiliser pendant les toilettes, en fait, elle ne marchera pas. Donc elles sont vraiment conçues pour pouvoir vous donner un petit contenu rapide en quelques secondes. Parfois, on voit des graphiques qui disent la meilleure heure pour publier sur Facebook, c'est ça, la meilleure heure pour publier sur Instagram, etc. Ça ne vaut rien du tout. Parce que ça va dépendre de votre public. J'ai rencontré un boucher qui publiait... quelqu'un qui vendait des services à des bouchers qui publiait sur Facebook à 4h du matin parce que c'était à l'heure à laquelle ils ouvraient les boutiques. Et donc, ils se connectaient. À quelle heure consulte-t-il les médias sociaux? Les horaires types sont faux. Une fois que vous avez creusé tout ça, on commence à avoir des informations. Vous allez vous demander donc quels sont vos objectifs.
c'est important de les définir. Quand vous allez sur les médias sociaux, est-ce que votre but, c'est simplement d'avoir de la notoriété de marque? Est-ce que c'est de créer de l'engagement? Est-ce que c'est d'avoir des suiveurs, des abonnés, en fait, des gens qui suivent votre actualité? Est-ce que c'est de générer du trafic sur votre site? Est-ce que c'est de faire de la ligne génération, d'obtenir des prospects? Est-ce que c'est de faire des ventes? Ça, c'est à vous de choisir. Vous n'y allez pas juste parce qu'il faut y être ou pour communiquer. Communiquer, ça ne veut rien dire. Il faut que vous ayez un objectif qui soit défini. Et ça peut changer. Ça peut être temporaire. Ça peut être le temps d'une opération. Et ça peut être différent selon les canaux et selon les profils. Il n'y a pas de règle. C'est vous qui définissez. Et une fois que l'objectif il est défini, il faut le quantifier. Là, je vous recommande la méthode SMART. Il faut que l'objectif soit un chiffre qui soit spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Alors, méfiez-vous de ce qu'on appelle les vanity metrics, les métriques de la vanité vaniteuse. En gros, dire « Waouh, c'est génial, j'ai 100 000 vues, j'ai 5 000 partages, ok, super, mais est-ce que ça sert votre business? Est-ce que ça sert vos objectifs ?» Donc posez-vous les questions. Là, je suis en ce moment en train d'accompagner une entreprise. On a défini sur le plan que l'indicateur clé de succès, c'était le nombre de coups de téléphone de prospects. Et si demain, la campagne, elle fait 7 millions de vues, 70 millions de vues, 700 millions de vues, s'il y a 0 coup de fil, c'est un échec. Et à partir de ça, donc vous avez vos profils identifiés, comme je vous disais, vous avez votre objectif qui est défini, et ensuite vous allez pouvoir concevoir votre positionnement, la rencontre des deux. Un petit mot sur le parcours numérique, qui est quelque chose d'assez classique en fait en marketing, mais là qui est vraiment réduit à son essence. On peut considérer qu'il y a 4 étapes du client, de l'utilisateur. La première étape, c'est l'étape d'acquisition. En gros, c'est toutes les actions que vous allez mettre en place pour faire connaître aux gens qui n'ont jamais entendu parler de vous, votre marque, votre projet, votre activité. Qu'est-ce que vous faites comme action? Ensuite, il y a l'étape de vitrine, c'est-à-dire qu'une fois que c'est entre le moment où la personne elle a entendu parler de vous la première fois et la personne elle décide de vous suivre. Ou bien, suivre, en fait, c'est finalement de passer à l'action. Ça peut être de vous suivre, de s'abonner à la newsletter, de devenir cliente, de passer un coup de téléphone. Donc ça, c'est tout ce qui est la vitrine. Ensuite, l'expérience, c'est ce qui se passe une fois que la personne elle a fait l'action. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, dans l'entreprise que j'accompagne, c'est une fois que le coup de fil est passé. Est-ce qu'elle est bien accueillie, etc., etc. Et ensuite, il y a la continuité qui est donner envie de revenir, de favoriser le bouche à oreille. Donc en fait, votre objectif, il est ici. Et tout ce qu'on a là va pour la réalisation de l'objectif. Et une fois qu'il est réalisé, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et l'idée, c'est de donner envie de revenir, donc de faire une boucle. Et ça peut s'appliquer aussi bien pour un e-commerce que pour une page web, que pour même quelque part un magasin physique. C'est bon pour ça? Et donc voilà la synthèse. Donc, je sais à qui je veux m'adresser. Je sais comment les atteindre. Je sais ce qui compte pour eux. J'ai défini mon objectif. Je sais comment le mesurer. Et j'ai pris conscience des étapes du parcours. Et donc, du coup, là, vous définissez quelle valeur ajoutée j'apporte et comment. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a rien de gratuit. Et si vous espérez que les gens viennent par bonté ou par charité, ça ne se fera pas. Vous devez leur apporter quelque chose. Moi, par exemple, je suis Jean-Pierre, parce que je trouve que sur LinkedIn, il fait une veille qui est super qualitative. Voilà ce que je gagne à le suivre. Je l'apprécie, mais si je le suis sur ce réseau-là, c'est pour ça. C'est ça que je gagne. Et après, derrière, quand entre-temps, il va caler une communication pour le club ou ce genre de choses, voilà, je suis atteint. Rien de gratuit. Et une fois qu'on a défini tout ça, moi je vous recommande un planning éditorial. Donc c'est de définir les contenus, l'angle, le ton, les supports de diffusion, les jours et les heures de publication. En fait, votre activité devient un média. En fait, vous définissez une ligne éditoriale. Et si vous vous souvenez,
dans les objectifs SMART, le T, c'est temporellement défini. Parce qu'en fait, la communication numérique, ça va fonctionner sur un système cyclique. C'est-à-dire qu'on va se dire, bah là, ce mois-ci, on va tenter cette approche-là. Allez, on publie ça, notre objectif, c'est ça. Et en fait, à la fin du mois, il faut tirer des conclusions pour améliorer le système. Et tout le temps, être organisé en cycle comme ça. C'est la nature de l'activité. Et donc, à la fin du cycle, on mesure les performances. Donc, j'ai repris ce petit schéma du design thinking pour ceux qui connaissent. Donc, on a empathize, alors comment ça se lit dans ce sens-là? Donc, on définit. Ideate, c'est donc on commence par définir. Ideate, c'est on conçoit. Prototype, c'est on met en place. Empathize, on y va. On récupère les résultats. Et une fois les résultats, on redéfinit. Après avoir redéfini, eh bien, on recrée. Et puis ensuite, on récupère les résultats. Et puis on redéfinit, etc., etc. Toujours comme ça. Et pourquoi vous devez fonctionner de cette manière-là? Parce que comme on l'a vu sur la toute première slide, en fait, les usages des gens évoluent. Et vous-même, dans votre vie, vous n'allez pas me dire que vous faites exactement tout pareil qu'il y a 3 ans. Il y a des choses qui ont changé. Surtout depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Donc, en adoptant un fonctionnement cyclique, en fait, vous allez pouvoir suivre les évolutions de vos cibles. Ah tiens, ce truc-là, ça marchait il y a 1 an, là, ça marche plus du tout. Ah tiens, ce truc-là, ça marchait pas du tout il y a 1 an, là, ça remarche. Et donc, du coup, finalement, vous allez danser avec votre cible. Comment rentrer dans la vie des gens et comment y rester. Ok, je ne sais pas pourquoi je l'ai remis là. Donc, le client, il est là. Et tout autour, c'est le monde numérique qui est beaucoup trop compliqué pour un seul humain. Voilà, donc c'est tout. Je vous ai mis un résumé. Voilà, en gros, dans les grandes lignes, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Moi, je n'ai pas vraiment une question, mais c'est plutôt une remarque. Oui. C'est en fait, on se rend compte dans tout ton développement que tout ce que tu nous as dit, en fait, c'est extrêmement, c'est banal, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est du marketing. C'est connaître son client, connaître ses usages, connaître ses besoins, etc. Par contre, il y a un truc qui est hyper important à la fin, c'est effectivement comment dire, l'interaction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui devenez le média. Et par rapport à il y a une 30aine d'années où on faisait une analyse de marché, on choisissait des canaux de distribution et puis il y avait une stratégie marketing avec un marketing mix qui était mis en place. Là aujourd'hui, on devient en fait, grâce aux réseaux sociaux, en interaction permanente avec le marché. Et en plus, comme tout va très vite, cette interaction, elle s'accélère. Moi, ça m'inquiète un peu d'ailleurs parce que je trouve que par rapport à mon job, qui est de communiquer, enfin, c'est mon job bénévole, de communiquer sur le club et sur l'économie du territoire, ce que tu disais au niveau de la veille. En fait, je le fais presque quotidiennement. Et je me dis, mais quand tout le monde va le faire, il va falloir, en fait, pour être vu, il va falloir en faire de plus en plus. Et il va y avoir un moment où, si tout le monde s'y met, à communiquer de manière importante, comment on va faire pour arriver à voir la matière et comment on va arriver à pouvoir malgré tout arriver à surnager, à avoir de la visibilité dans toute la masse d'informations qui va être diffusée. Quelque part, ça m'inquiète un peu. Bon, après, il va y avoir des outils sans doute pour trier, etc. Mais néanmoins, ça veut dire qu'il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que si vous voulez être présent et vivre sur les réseaux sociaux, il va falloir faut se retrousser les manches et puis franchement, il faut y être de manière extrêmement régulière. C'est-à-dire diffuser un post une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, vous n'existez pas, quoi. J'ai une réponse à la problématique que tu soulèves et elle va te paraître également très banale. C'est que si aujourd'hui sur ton activité, par exemple de veille, tu te rends compte que tu as de la concurrence, bien finalement ça va être la même chose, c'est-à-dire de demander comment tu fais pour atteindre ton objectif, qui est donc finalement toujours de communiquer, et en fait le réadapter, et finalement en fait tu te relances dans un nouveau cycle, quoi. Donc c'est ça, si demain toi tu veux continuer à communiquer, il faut que tu te dises, est-ce que maintenant, par rapport à la nouvelle situation, le nouveau statu quo,
Est-ce que le format que j'utilise, il est toujours pertinent? Est-ce qu'il ne serait pas temps de le mettre à jour? Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau canal à utiliser? Il y a un truc qui est très 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 intéressant qui est sorti hier soir. Il y a Monoprix et Carrefour qui viennent de lancer des abonnements pour pouvoir bénéficier de réductions sur les produits du marque distributeur. Donc vous payez un abonnement de 6 euros et vous avez 15% de réduction sur tous les produits de la marque Carrefour. Donc en fait, on est sur une logique de, finalement, il y a plein de concurrence. Comment on fait pour faire de la rétention? Donc on en revient sur ces questions-là. Peut-être que tu peux passer au SMS, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez des questions par rapport à votre business? Oui. Oui, bonjour. Moi, je voulais poser une question par rapport aux interactions avec la réglementation de la protection des données, puisqu'on s'aperçoit que plus on avance, enfin, ça dépend dans quel sens on prend le tableau, mais que ce soit à partir des coordonnées téléphoniques ou des coordonnées par mail, on va avoir des exigences Alors, en termes de protection des données, et donc aussi des fonctionnements qui peuvent devenir relativement lourds. La réglementation, elle est ce qu'elle est. Le RGPD, il est en place maintenant depuis plusieurs années, je crois. C'est en fait, finalement, ça devient une loi comme une autre. C'est-à-dire que toutes les activités sont soumises à des lois et les données, jusqu'à présent, c'était un peu le Far West. Maintenant, il y a une réglementation, il faut s'y coller. Après, c'est pas non plus si compliqué que ça. Pour en avoir fait directement, il suffit juste de comprendre, c'est faire la différence entre les différents types de données, faire cocher les bonnes cases et puis respecter les délais de conservation. Enfin voilà, il y a quelques règles à respecter, mais qui sont pas finalement plus contraignantes que, c'est pas plus contraignant que des règles en restauration, ce genre de choses, quoi. Et puis surtout, si on est sur une utilisation sur des plateformes, par exemple tiers. Quand on utilise par exemple, je sais pas moi, Instagram, la plateforme elle appartient à Instagram. Donc la gestion des données, elle est gérée par Instagram puisque leur business model c'est de récupérer les données. Donc quand on fait de la communication sur des médias grand public, il y a une partie, on va dire, de la RGPD qui est déléguée sur ces supports-là. Mais il y a aussi une particularité. Mais c'est pas si compliqué que ça. En tout cas, faut pas s'en faire une montagne. Je sais pas si ma réponse a été claire pour tout le monde sur la RGPD. Je pense que sur la RGPD, la question se pose surtout sur les envois de mails. Hein. Pas que. Pas que. Pas que. Oui, bonjour. On parle beaucoup de réseaux sociaux grand public, mais celui que moi j'utilise principalement, c'est LinkedIn. Tu en as pas parlé. Est-ce que c'est un vrai support? Ça dépend de votre public. Ça dépend de votre public, ça dépend de vos objectifs. Je ne peux pas vous donner la réponse. Qui vous voulez cibler, pourquoi? Et à partir de ce moment-là, vous verrez si LinkedIn ou pas. Mais partez de ces deux points-là. D'abord, à qui je veux m'adresser, pourquoi faire, et c'est seulement après que vous saurez quel est le meilleur canal. Et partez pas du canal d'abord. D'accord. Il y a eu un atelier spécifique sur LinkedIn. Il y en aura un nouveau l'année prochaine, pour ceux qui l'ont raté. Et puis, il y aura également une formation sur LinkedIn. Oui. Parce que là, je pense que la formation sur LinkedIn, pour vous, à titre pro, qui êtes vraiment sur des pros, je pense que, alors peut-être toi, Edouard, tu vas être aussi sur du grand public dans l'avenir, mais donc Facebook, ça peut être intéressant. Mais pour les pros qui sont sur des activités business, LinkedIn, ça me paraît quand même très, très important de bien le maîtriser. Hein. Et quand je dis bien, c'est au-delà d'avoir un simple profil. Je pense que la formation va être utile. Hein. Si vous avez quelque chose à faire pour commencer, c'est tout de suite, c'est en fait de définir vos profils et puis de savoir quel réseau ils utilisent. L'avantage, c'est que là, en fait, la saison commence, il va y avoir beaucoup d'ateliers sur les principaux réseaux. Il y a de grandes chances que les gens que vous cibliez soient dans ces réseaux-là et du coup, identifiez-les vraiment dès que possible maintenant pour pouvoir ensuite aller faire les formations qui correspondent. Si, comme on a dit, vous avez un public pro, il y a de grandes chances qu'il soit sur LinkedIn, ça vaut le coup d'aller se former. Il y a donc 2 niveaux de Facebook qui vont se faire. S'ils sont dessus, ça vaut le coup de savoir. S'ils ne sont pas dessus, n'y allez pas. Mais voilà, l'idée vraiment, investissez du temps à la définition et ensuite investissez du temps à comprendre le média qui correspond. Par contre, je pense que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas forcément mono-réseau.
Alors Christophe, tu es peut-être plus 100% LinkedIn, je pense, mais après, il y en a d'autres, je vois, Eric. Toi, tu es sur une clientèle business, mais tu es aussi sur du grand public, je pense. Euh, oui, c'est ça. Donc, donc en fait, vous n'êtes pas forcément sur du mono-réseau. D'où l'importance de ce que disait tout à l'heure Adam, c'est effectivement de bien identifier les cibles et puis voir après comment vous allez pouvoir les toucher. Aussi un point là je rebondis là-dessus. Je voudrais vous raconter une toute petite histoire qui est une histoire vraie. Donc moi j'étais adolescent, on partait en famille, il y avait ma mère sur le siège passager et mon père qui conduit la voiture, et la voiture tombe en panne. Ma mère dit c'est la clim, c'est la climatisation, j'en suis sûr, c'est pour ça que la voiture tombe en panne. Et mon père lui a dit mais t'es avec nous dans la voiture, comment tu peux savoir si c'est la clim? Et elle était sûre d'elle, c'est la clim, j'en suis sûr, c'est la clim, c'est à cause de ça que la voiture s'est arrêtée. Bon, la dépanneuse arrive, la voiture se fait emmener, le garagiste met le nez dans le moteur et dit elle est tombée en panne à cause de la climatisation. Donc là, ma mère nous dit je vous l'avais dit, je le savais, c'était la climatisation, vous m'avez pas cru, je vous l'avais dit. En l'occurrence, elle avait tort. Parce que ce qu'elle disait, c'était de l'ordre de l'opinion. Et ce qu'a dit le garagiste, c'était de l'ordre de la science. Et quand bien même le résultat, le mot prononcé est le même, la nature du propos n'est pas du tout la même. Et la seule chose qui va être valable pour vous, ça va être de faire de la science. Vous pouvez partir sur des opinions. Je suppose que mes clients font ci, font ça. Ok, partez d'une opinion. Mais gardez bien en tête que c'est une opinion et rien ne remplacera le fait que scientifiquement, vous avez eu la preuve que c'est bien sur ce canal-là pour ce type de contenu-là. Et faites du coup attention doublement en tiroir de vos opinions parce qu'elles peuvent orienter vos questions pour amener les gens. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'ai un compte Facebook. J'utilise une fois tous les 36 du mois. Mais si vous orientez vos questions que vous allez me poser d'une certaine façon, vous allez finir par avoir comme réponse que je suis un utilisateur de Facebook. Non, juste pour témoigner, j'ai utilisé beaucoup vos ateliers cette année. Et, en fait, nous, on est multi-marchés. En fonction des marchés, on va utiliser différents réseaux. Donc, c'est bien différent. On a commencé sur LinkedIn, on est en train de se faire connaître. Mais au final, on se rend compte que, par exemple, sur le marché agri, les agriculteurs utilisent Facebook. Donc, on a besoin de séduire les agriculteurs. Mais notre produit sera vendu par un réseau de distributeurs qui, lui, utilise LinkedIn. Sur un autre marché, on est sur le sport. Les profs qui pourraient, enfin les coachs qui pourraient acheter notre produit vont être eux sur Facebook, mais les gamins qui pourraient jouer, enfin s'amuser dans les entraînements sont eux sur Instagram et TikTok. Donc ça rend l'équation ultra difficile. On a une personne qui va nous aider là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup sur ça, en fait, c'est le temps qu'on va avoir à y passer. Et ce que vous disiez tout à l'heure, le chiffrage du résultat financier. Donc bon, on va essayer. L'idée, c'est quand même qu'on se lance pendant 1 an, voir un petit peu comment on peut exploiter tout ça maintenant qu'on a compris comment ça marchait. Le résultat financier, je demande à voir. Il y a probablement un glissage des budgets com de certains médias. Tout à fait. On était site internet. Alors le site, on est en train de le remettre à jour. Je ne suis pas persuadée. Ça va être un support parmi d'autres, peut-être pour que les gens aillent chercher plus de précision sur les produits. Mais je suis persuadée par contre que les réseaux, c'est clair, c'est plus le site, ça sera plus vraiment un média utilisé, ça va être plutôt les réseaux. Derrière, comment on agence tout ça et on arrive à trouver le temps, parce qu'on n'a pas non plus, moi pour l'instant on n'a pas de personne dédiée à ça, hein. Ça va être un étudiant qui nous aide sur un marché donné. La difficulté elle est là. Et nous en tant qu'entreprise, est-ce que vraiment il y a un retour sur investissement? On essaye, on verra. Ah bah, certainement, c'est ce qui va certainement se... Mais avant de passer à ça, il faut vraiment que je vérifie qu'il y a un intérêt réel. Pour définir l'allocation de vos budgets, vraiment partez du qui est le décisionnaire. Dans le marché du jouet, par exemple, on a certains types de jouets où le décisionnaire, ça va être directement l'utilisateur, l'enfant. Et donc, du coup, les canaux qui vont être privilégiés, ça va être les canaux qu'utilisent les enfants. Et il y a certains autres types de jouets, ça va être les parents qui vont les acheter. Donc, partez vraiment de l'idée d'un moment qui est-ce qui va déclencher l'acte d'achat et concentrez-vous plutôt là-dessus. Toute la difficulté. Mais en fait, on est sur deux. On a besoin aussi d'être dans les magasins. D'accord. Donc, il faut qu'on déclenche l'achat, mais qu'on soit aussi suivi par les distributeurs qui vont proposer nos produits. Donc c'est double. Dans ce cas-là, comme premier investissement, ce serait plutôt de continuer à affiner l'étude pour du coup savoir où allouer les sous. Je pense.
Moi, je voulais avoir un éclairage. Donc, enfin, la présentation telle que je l'ai ressentie, elle est relativement marketing, c'est-à-dire comment s'organiser pour communiquer à travers les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle donnée que moi je ressens, c'est un peu la notion de tribu, c'est-à-dire d'appartenance à un groupe que tu as présenté un petit peu à travers Star Wars, par exemple, c'est-à-dire le fait que la cible devienne par adhésion à un style de communication lié à ses besoins ou à son ressenti. Donc, c'est très important, par exemple, pour les restaurants. C'est-à-dire comment fidéliser la clientèle, comment faire des offres spéciales à ses clients après avoir... voilà, donc cette notion de tribu, moi, elle me semble relativement importante. Alors, réponse de Normand, ça dépend. Ça dépend des gens. Par exemple, puisque tu cites l'exemple de Star Wars, en l'occurrence, moi, on va dire mon usage, c'est principalement dans la lecture de bande dessinée de cet univers-là. Et en l'occurrence, moi, je suis pas du tout dans une logique de tribu là-dedans. C'est-à-dire que moi, ma BD, quand je la lis, je suis tout seul, je la choisis tout seul, et finalement, j'ai une activité solitaire de ce truc-là. Donc en fait, mais sur les gens, on va dire, qui ont ce centre d'intérêt-là, il y a d'autres profils qui vont être plutôt plus communautaires, qui vont peut-être être sur des jeux vidéo, ou des activités de groupe, ou des jeux de rôle, ou des jeux de société, ou ce genre de choses. Donc en fait, même dans les catégories, c'est quoi la catégorie? Est-ce que la catégorie, c'est finalement moi, dans mon cas, est-ce que c'est Star Wars ou c'est lecteur de bande dessinée Star Wars? Ce serait plutôt lecteur de bande dessinée, puisque le joueur de jeu de société, il ne va pas avoir les mêmes usages que moi. Et donc, en fait, la question communautaire, ça va s'identifier au moment de l'étude des profils. Parce qu'il y a certains profils pour qui, dans la définition des besoins, que le critère communautaire fera partie des besoins et sera déterminant ou pas, ou important, enfin, ça va dépendre du degré. Et dans certains cas, non ou moins. Ça va dépendre. Forcément lié à Internet. Hein. C'est quelque chose, un phénomène qui peut se trouver, qui se trouvait avant. Hein. Donc, les réseaux sociaux ont cette capacité à les rendre plus simples et être un outil. Un outil. Voilà. Mais après, c'est ça. Après, c'est un outil. Après, ça dépend de ce qu'on en fait. Le principal, enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais la lecture d'informations aussi, c'est quelque chose qui est très très élevé. Et il ne faut pas avoir d'idées reçues sur ce que c'est un média social, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui où il y a de plus en plus de fonctionnalités et de plus en plus de réseaux et des micro-réseaux de niche, parfois avec quelques milliers d'utilisateurs, mais qui sont très engagés dessus. Il ne faut vraiment pas avoir d'idées reçues et de se dire, OK, je pars d'une feuille blanche, je demande aux gens et je vois les résultats. Parce que vous allez avoir des surprises. Et si vous avez une surprise, c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous n'avez pas anticipé, que vous n'aviez pas identifié, et à côté de laquelle vous n'êtes pas passé. Et il y a juste le micro. En fait, avec les médias sociaux, il y a quelque chose qui nous perturbe par rapport à ce que l'on faisait jusqu'à présent, c'est qu'en fait, c'est gratuit. Et qu'on peut tous devenir apprentis sorciers des médias sociaux. C'est financièrement gratuit, l'accès. Et c'est oui, une grande voilà, différence. Et que finalement, on peut soi-même devenir l'acteur de sa communication, alors qu'avant, on le déléguait à une tierce personne, un webmaster qui va vous concevoir votre site, une agence de com qui va vous faire du 4x3 sur le bord de la route, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas du coup investir de l'argent dans la formation, si tant est qu'on veuille le faire soi-même? C'est un petit peu ce que tu fais, si j'ai bien compris. Mais ce que tu suggères, c'est surtout pas de se lancer sur les réseaux sociaux, tête baissée, sans avoir bâti de stratégie quelconque. Alors, il y a plusieurs choses. Ça peut être un métier à plein temps. Les fondamentaux de la communication, ils ne changent pas. Comme l'a dit Jean-Pierre, je veux dire d'un point de vue marketing, ce que je dis, c'est d'une banalité affligeante. C'est juste en fait transposé au numérique. Mais finalement, les fondamentaux de la communication, c'est exactement pareil. Ils ne changent pas. Et s'il s'agit d'aller... de faire appel à des professionnels, etc., ça aussi, ça ne change pas. Évidemment, si vous le faites vous-même, vous aurez de moins bons résultats à quelqu'un qui va être aguerri, qui connaît le truc. Moi, par exemple, s'il s'agit de mettre en place une enquête, je vais pouvoir le faire beaucoup plus vite parce que j'ai l'expérience de le faire. Je ne vais pas trouver les résultats, mais j'ai la méthode pour pouvoir vous aider à la trouver plus vite. C'est ce que je fais. Vous pouvez le faire vous-même, mais ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que si vous décidez d'investir du temps vous-même, il
faut former, il faut passer le temps de faire l'enquête. Est-ce que vous allez vous planter? Ensuite, si vous faites la communication, combien de temps vous allez y passer? Il faut créer les contenus, il faut gérer les résultats. Et c'est pour ça qu'il y a des agences de communication qui sont spécialisées dans les médias sociaux parce que ça prend du temps. Et le retour sur investissement, c'est aussi du coup quelque chose qui se calcule à la phase de l'étude, comme vous le faites. Pour ça, moi je pense pour vous en tout cas, il faut vraiment investir, affiner sur quelle est la meilleure méthode. Et puis potentiellement donner le budget à une agence de com qui va pouvoir mettre en place le plan. Oui, mais semble-t-il, on a quand même tous envie de le faire nous-mêmes, puisque devant toi, tu as une population soit de chefs d'entreprise, soit de responsables communication, etc. Donc ça veut bien dire qu'on est tenté de faire soi-même finalement, au risque de se tromper. La question, ça va être la question du retour sur investissement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent, la question elle est vite répondue. Vous allez le faire vous-même, et puis c'est tout. Si vous avez un budget, là, la question elle se pose. Est-ce qu'on le fait en interne? Est-ce qu'on le fait externaliser? Et là aussi, c'est une question d'ordre stratégique, mais encore une fois, c'est des questions d'entreprise standard, quoi. Merci. Le risque dans tout ça, c'est l'enjeu, quoi. Parce qu'en fait, si tu fais une com, Edouard, et que tu te plantes, moi je l'ai sûrement fait dans le passé où je n'ai pas forcément été terrible, mais après c'est itératif, donc tu peux t'améliorer. Et dans la masse de l'information, tant que ce n'est pas une connerie énorme, tu peux te récupérer. C'est plus risqué pour une boîte comme Fimor qui elle déjà, c'est une PME, elle ne peut pas trop se planter sur une communication client, surtout si c'est un gros plantage. Mais néanmoins, l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on est quand même, comme tu es en interaction, c'est itératif et tu peux te récupérer assez rapidement. Donc je pense que c'est plus facile de ce point de vue-là. La semaine dernière, je voyais 2 amis qui sont adhérents et qui sont avocats. Je pense à Emmanuel, parce qu'elle est un peu dans le même cas. Je leur disais, de toute manière, toi, tu n'auras jamais le temps de faire quoi que ce soit, parce que bon, ils sont sans arrêt en train de bosser avec leurs clients. Par contre, ils ont des exemples dans les dossiers qu'ils traitent qui sont super intéressants. Et s'ils passent par quelqu'un, un community manager externalisé, ils peuvent très bien donner des exemples en masquant les noms d'entreprises et sur des boîtes, sur des réseaux comme LinkedIn, ils sont plutôt dans du business, trouver des clients qui vont être intéressés. Mais ça, il faut le faire régulièrement. Il faudrait que définir une périodicité. C'est pas tous les jours parce que là, par contre, ils vont saturer. Mais au moins une fois par semaine ou une fois par mois, passer un exemple et puis montrer qu'on existe et qu'on est présent, quoi. Je pense que c'est pareil pour un notaire. Il faut trouver quelqu'un qui le fasse à l'extérieur, parce que c'est sûr que dans des professions comme la tienne ou comme la leur, vous êtes tout seul, vous avez... ou lui donner les éléments pour qu'il rédige et puis qu'il mette... Mais je pense qu'il y a vraiment... c'est un boulot qui devrait se développer ça dans l'avenir, parce que ça existe déjà. Hein. Mais je pense qu'il y en a de plus en plus besoin, parce que c'est clair que des professions comme les vôtres, vous n'avez même pas une seconde pour faire ça, quoi. Ah oui. Alors aux coachs sportifs qui peuvent prendre nos produits sur le sport et aux agriculteurs. Oui. Et le ton, il est difficile aussi à accepter parce que dans une entreprise un peu plus formaliste, on va dire, aujourd'hui, notre direction n'a pas forcément l'habitude d'utiliser un langage adapté. Mais c'est pas leur boulot. Il y a toute une guerre de culture, en fait. Il faut aussi faire passer l'idée que pour communiquer sur les réseaux, il va falloir utiliser un langage qui soit adapté à notre cible, mais qui n'est pas forcément le langage entreprise habituel. On parlait tout à l'heure de juridique, oui, effectivement, mais j'imagine aussi que la cible que vous allez toucher ont besoin peut-être d'une vulgarisation de votre langage juridique qui n'est pas forcément compréhensible de tous. Donc on est un petit peu dans cette difficulté-là aussi de langage. Je voudrais répondre à 2 questions. Sur la question des décisionnaires. Vous n'avez pas forcément la position la plus facile, mais je vais vous donner une astuce. Il faut que vous ayez une crainte, c'est le gaspillage. Comme on a vu que le numérique, c'est possiblement l'endroit où on peut déverser des tonnes d'argent et de contenu et qui finalement n'aboutissent à rien, votre crainte, ça doit être le gaspillage. De se dire, mon argent ne doit pas être gaspillé. Et ensuite, il faut savoir du coup, qu'est-ce qui a de la valeur. Donc là, à ce moment-là, c'est de définir les objectifs en fonction de là où vous en êtes. C'est-à-dire que si, par exemple, dans votre cas, vous êtes dans la phase d'étude,
il faut du coup définir l'objectif. Mon objectif, c'est de savoir comment je rentre dans la vie des gens, comment j'y reste, et avec toutes les questions qui vont autour. Donc ça a de la valeur. Si j'ai ces réponses-là dans un premier temps, ça a de la valeur. Et ensuite, dans un deuxième temps, mettre en œuvre ceci, ce qui a été défini avant, et donc du coup, qui n'est pas gaspillé. Par rapport à votre objectif, si c'est de faire des ventes, c'est donc de faire des ventes. Si c'est juste de récupérer de la donnée, d'affiner des études de marché, des profils ou des comportements clients pour définir des nouveaux produits, ce genre de choses, si la valeur, elle est là, si vous la récupérez, c'est ça. Donc vraiment, définissez vos objectifs sur qu'est-ce qui a de la valeur, en sachant dans quelle étape vous en êtes, et puis du coup, ensuite en allant chercher les bonnes entreprises. Si vous êtes en phase d'études, comme je vous l'ai dit au début, il y a des entreprises très très bien qui peuvent vous faire des études et qui vont être hyper qualifiées. Et puis si vous vous plantez de prestataire, ils vont vous prendre de l'argent et puis vous allez avoir n'importe quoi. Donc comme avec un garagiste qui peut vous réparer votre voiture n'importe comment, ou l'autre qui peut vous le réparer très bien. Donc il y a cette question-là. Je ne sais pas si ça aide un peu les décisionnaires. Non, pas trop. Bon, bref, on en reparlera tout à l'heure. Ensuite, la deuxième chose concernant le ton, c'est évident qu'il y a une question culturelle sur les médias sociaux. Si c'est TikTok qui a percé sur cette génération-là, c'est pas parce que TikTok est le seul média social. Il y en a eu des milliers de concurrents et ils se sont tous battus. Et là, en fait, ils sont déjà en train de se battre pour la prochaine génération. Si c'est celui-ci qui a percé, c'est parce que ça a répondu à un besoin culturel, à une population, à une génération. Et donc, du coup, qu'il y a des codes et qui sont à respecter. Vous n'allez pas arriver et dire, ok, les gens, ils sont sur TikTok, et nous, on va aller sur TikTok et on va faire comme ça. Vous pouvez faire ça comme ça, mais du coup, on est sur du gaspillage, puisque finalement, personne ne va s'intéresser à votre contenu. Donc, en fait, c'est des choses qui découlent. Et si vous avez, on va dire, une direction encore au-dessus à qui il faut expliquer ça, c'est la première chose à faire. Clairement. Est-ce que du coup, sur cette notion de gaspillage et d'étape, on est OK? Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas mal de choses qui ont été dites et des difficultés qu'on a vues dans notre entreprise sur la volonté qu'on a eue de se mettre sur des réseaux sociaux avec de parler de notre activité, notre métier, notre bébé et de comment faire passer le message parce qu'il y a un outil et il y a le message. Alors l'outil, fallait l'apprivoiser et que là, on avait peut-être des faiblesses. Le message, c'est pas évident de faire passer ce qu'on a envie de dire à quelqu'un qui va pas connaître notre métier, mais qui va très bien connaître les réseaux sociaux. Et donc, on est avancé par étapes avec des agences et puis après des apprentis, des stagiaires, et puis qu'on pu nous amener justement leur fraîcheur, leur connaissance aussi des outils. Et puis, il y a quand même eu un gros travail pour justement, de notre côté ou des collaborateurs, des salariés, d'accompagner ceux qui faisaient les publications, qui mettaient en place le calendrier, et de leur donner ce vocabulaire et ce message. Et ça, ça a pris beaucoup de temps pour que ce soit pertinent. Ouais. Oui, dans l'optique, oui. Optique et puis aussi alors, à la fois sur tous ceux qui veulent des lunettes et aussi dans des démarches entreprises d'accompagnement et dans l'idée en tant que professionnel de pas chercher à vendre mais au moins de parler de comment on travaille et de notre métier. Et au final, ça intéresse beaucoup plus les gens de savoir comment on va lutter contre la fatigue visuelle sur un écran que quelle est la couleur ou le prix de telle lunette. Ouais. Mais c'est pas évident à faire passer. Et en plus, d'un réseau à l'autre, que ce soit LinkedIn, Facebook, on en parlait. Alors, il faut du temps. C'est vrai qu'il faut pas mal de temps. Ouais. Mathieu, pour tes poils, non, ça t'inspire quoi? Pour les poils avec Asgard, moi c'est géré en national, mais j'ai d'autres activités pour lesquelles ça m'est très utile. Moi j'ai un groupe de chansons françaises au Mans depuis 15 ans, c'est moi qui fais ça
Mais bon, j'ai appris un peu sur le tas. Et en effet, l'envers du décor, c'est toujours un peu ce qui a intéressé les gens, plus que de savoir quand est-ce qu'on allait faire les concerts. Ça, les gens, ils allaient le trouver eux-mêmes. Mais savoir comment on répétait, avoir l'impression d'être avec nous dans le projet, ça a souvent plu. C'est ça leur valeur ajoutée. Ouais. Oui, c'est ça. Et à côté de ça, j'ai un café culturel à Tours, où là, c'est pareil, c'est plus savoir, c'est plutôt du pratique, c'est quand est-ce que c'est ouvert, qu'est-ce qu'il y a à la pression, enfin voilà, ça dépend de l'activité. Mais pour Asgard, moi, ça va être plutôt LinkedIn pour justement cibler une clientèle plus premium en fait, en plus de tout ce qui est fait au national. Voilà. Alors nous, au niveau du marketing, ils achètent des mots-clés. C'est ce qu'on m'a expliqué. Voilà, pareil, je suis pas du tout un expert, mais en gros, quand quelqu'un cherche poêle à bois, etc., eh bien, il y a une sorte de compromis avec les confrères de se dire, faut de la place pour tout le monde. Par contre, quand il y en a qui mettent des gros billets, il faut être présent aussi. Enfin voilà, il y a une veille aussi impressionnante sur tout ce qui va être publicité Facebook, ouais. Après, voilà, nous, notre manière de fonctionner aussi dans le message, elle a énormément changé avec Asgard, parce qu'avant, et surtout au niveau des confrères, c'est axé produit. Donc, sur le contenu, c'est des photos d'un poêle en feu, etc. Et donc, nous, on a voulu changer ça. On veut plus parler d'une expérience plutôt que d'un produit. Donc ça, c'est une mécanique qui est en train de se mettre en place aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, écoutez, je vous remercie. Alors, juste une petite information. Nous avons une proposition de la ruche numérique pour de l'assistance. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore diffusée parce que le conseil d'administration du club souhaitait interroger les adhérents, savoir si parmi les adhérents, il y en avait qui étaient intéressés pour le faire. Parce qu'on a de bonnes relations avec la ruche, d'ailleurs je le dis devant Adam. Mais s'il y avait un adhérent qui voulait se positionner à la place, c'était tout à fait ouvert. Bon, il n'y a pas eu de réponse d'adhérents. Donc en fait, je vais vous diffuser la proposition de la ruche, qui est de faire du diagnostic et à un prix qui est assez intéressant. Il nous faut un tarif spécial pour le club. Voilà. Pour ceux qui voudront, donc je vous communiquerai ça dans les jours ou semaines à venir. Et j'ai même une surprise. Tu le fais gratuitement? Écoutez, là, j'ai un stock de rendez-vous gratuits. Donc, toutes les personnes qui sont ici, si vous m'envoyez un SMS avec votre adresse email, je vous envoie un contact et puis on fait un rendez-vous de 2 heures pour ceux qui veulent. On met un peu votre projet à plat et je vois ce que je peux vous attendre un rendez-vous si ça vous intéresse. Voilà. En tout cas, je vous remercie. J'espère que ça vous a été utile. Je te signale que comme tu étais diffusé en live, donc tous ceux qui sont présents, ils sont aussi derrière l'écran. Non, mais t'inquiète pas, je les ai identifiés, ceux qui sont là. Et pour finir, ça c'est plus à usage personnel. J'ai mis un petit QR code où vous pouvez mettre une note anonymement à cette présentation que j'ai faite et puis un commentaire. Moi, ça me permet tout simplement de m'améliorer. Voilà, tout simplement. Puis on a un résumé. Voilà. Merci. Alors, juste pour vous rappeler donc le cursus, on a un premier atelier qui est le panorama des réseaux. Ensuite, on fait des réseaux principaux qu'on a, nous, supposés être ceux qui vous sont le plus intéressants pour vous, c'est-à-dire LinkedIn, Facebook et Instagram. Et puis après, on finit donc sur la stratégie. Voilà. Global, ce qui était l'atelier d'aujourd'hui. Alors les formations, donc on va pas, les formations, on fait pas une formation stratégie parce que là on rentre après vraiment dans le cas individuel. Les formations, ça sera Facebook, LinkedIn et Instagram. Sachant que Facebook, il y aura 2 formations Facebook, une formation premier niveau pour ceux qui n'ont pas encore de page, on est d'accord, hein, et une formation de 2e niveau pour ceux qui ont déjà une page et qui ont besoin de connaître un peu plus l'utilisation de Facebook. LinkedIn. Donc là, c'est une journée complète LinkedIn, on va dire du début jusqu'à la fin. Et puis Instagram, on va être plutôt sur Instagram pour les pros,
où là, on verra, parce qu'en fait, il y a une version Instagram professionnelle qui n'est pas trop connue, mais qui permet d'avoir une vision en supervision, je crois, de données assez intéressante. Ouais. Moi, j'y suis, mais je dois dire qu'Instagram, j'utilise très peu. Voilà. Oui, ben, elles sont presque toutes calées pour 2022, les dates.